Je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde. Donc, je suis Marc-Olivier Padis, je suis directeur de la rédaction de la revue Esprit. Donc, je dois vous dire que, bien sûr, cette session fonctionne en direct avec une wiki radio. Et donc, vous êtes invités à adresser vos questions aux intervenants par l'intermédiaire de cette wiki radio, dont on a dû vous expliquer le fonctionnement. Et vos questions seront rassemblées par les personnes qui sont sur la table à la droite et pourront être posées aux intervenants après leur présentation. Donc je dois vérifier que la radio est bien connectée. Est-ce que j'ai un retour ? Bon, alors on va continuer. Je vais dire quelques mots d'introduction avant de vous présenter nos intervenants. Cette table ronde se déroule alors que vous avez déjà bénéficié de nombreux éclairages sur la question des nouvelles technologies. Donc vous avez assimilé beaucoup d'informations, vous avez appris déjà beaucoup de choses. Des nombreuses transformations sont en cours. Ce qui est difficile, c'est de démêler ce qui est simplement de l'ordre de la spéculation, voire de la science-fiction aujourd'hui, et ce qui est déjà en train de se faire, et il y a des choses qui vont très très vite. On voit qu'il y a des ruptures technologiques. La question qu'on va se poser un peu sur cette table ronde, c'est est-ce qu'il y a aussi des ruptures qu'on pourrait dire anthropologiques, c'est-à-dire dans nos conceptions de l'humanité. C'est le sens du titre de cette rencontre. Sur l'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'autre, comme semblable et différent, est-il en train de se transformer sous l'emprise de modifications technologiques fondamentales ? Alors pour préparer cette discussion, je me suis rendu jeudi à un autre colloque qui se déroule exactement en même temps que celui-ci, à Paris, qui est le colloque des transhumanistes. Colloque international des transhumanistes. Et donc c'est les gens qui promeuvent aujourd'hui vraiment la rupture de paradigme, et dans le terme de leur association revendique cette chose-là. Et donc je me suis risqué à aller rencontrer finalement l'association française. Donc si vous entendez dire que Esprit se compromet avec les transhumanistes, n'en croyez rien, ou plutôt vous savez maintenant de quoi il en retourne, puisque c'est pour vous rendre compte de ce qui se passe là-bas que je me suis risqué dans cet endroit. Et donc ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'ils sont en fait beaucoup moins nombreux que nous dans cette salle. En fait, ils annoncent complet, mais ils étaient 40, donc c'est pas non plus très très important. Mais j'étais curieux donc de voir comment ils allaient argumenter leur programme en quelque sorte. Et c'était très intéressant parce que donc il y avait des représentants américains, des chercheurs américains, et puis des représentants d'une association américaine qui promeut donc le transhumanisme. Et en fait, ce qu'ils nous ont expliqué, parce qu'il y a toutes sortes d'écoles, en fait, dans différents programmes ou différentes pistes de recherche pour promouvoir des nouvelles technologies. Ici, c'était des gens qui veulent faire des recherches sur le rajeunissement des cellules, puisqu'il y a, semble-t-il, des pistes de recherche possibles pour stimuler la capacité des cellules à se régénérer elles-mêmes. Et donc le biologiste qui plaidait pour ces programmes de recherche nous a expliqué donc la piste qu'ils ouvraient les perspectives d'un rajeunissement indéfini qui rendrait obsolète la notion d'âge, de vieillesse et même peut-être de mort au bout du compte. Mais à ma grande surprise, il a refusé le débat sur les conséquences de ce programme de recherche. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une société sans âge ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie sans mort ? Il y a quand même des questions assez
importantes qui sont sous-jacentes. Et donc, je vous cite l'expression que j'ai beaucoup aimée de son intervention. Il disait « Tout ça n'a rien à voir avec ce que cela signifie d'être humain. It has nothing to do with the idea of humanity. » Donc, la stratégie, assez clairement, en fait, c'est de promettre un avenir radieux et en même temps d'escamoter le débat d'ensemble en disant « Nous, tout ce qu'on fait, c'est des recherches de santé sur le rajeunissement des cellules, et ça ne sert à rien, où il n'y a que des philosophes qui peuvent avoir cette idée étrange que de se poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre de façon empirique. Donc, à quoi bon se poser des questions sur le destin de l'humanité, alors que la seule question sérieuse qu'on peut se poser, c'est est-il raisonnable de refuser d'ouvrir des programmes de recherche sur la faculté de rajeunissement des cellules, alors que c'est une piste aujourd'hui possible. Alors, les intervenants de cette table ronde vont essayer de vous convaincre, mais vous êtes sans doute aussi un peu convaincus, c'est que c'est bien le sens de notre condition humaine qui est en débat dans cette question. Mais du coup, la question, vous voyez, puisqu'on peut imaginer des stratégies de contournement ou d'escamotage des débats, c'est finalement comment bien poser le débat ou comment rentrer dans le débat, quels sont les repères essentiels, les outils de la réflexion, comment se préparer à une confrontation des argumentaires qui va peut-être commencer. Donc c'est ce que nous allons voir avec nos trois intervenants que je vais vous présenter. Donc tout d'abord à côté de moi, Marie-Jo Thiel, qui est médecin. Donc, elle comprend mieux que moi ce dont il retourne avec cette question de rajeunissement des cellules, entre autres. Elle est aussi spécialiste de théologie morale. Et entre autres activités, elle fait partie du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, donc à Bruxelles pour l'Union européenne, qui réfléchit sur ces sujets. Et elle vient de faire paraître La santé augmentée, réaliste ou totalitaire, donc c'est chez Bayard. Ensuite, Nathalie Sartoulaju, qui est ma consoeur, collègue responsable de revue, donc de la revue Études, qui est philosophe, et qui parlera la première. Et à côté de moi, Frédéric Grognon, qui est philosophe, qui enseigne à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Alors donc je donne d'abord la parole à Nathalie Sartoulaju pour une première intervention. Merci. Et puis merci surtout aux semaines sociales de nous donner l'occasion, enfin ce débat volé un petit peu par les transhumanistes. C'est bien que les semaines sociales nous donnent l'occasion de nous y confronter. Puisque comme moi, vous avez été, j'ai entendu beaucoup de rire dans la salle en regardant le film ce documentaire de Philippe Borel, où on était tous un petit peu stupéfiés. Et c'est vrai que nous, on riait bien dans la salle, si vous voulez, mais eux n'avaient pas l'air du tout de rire. Et donc, on a le sentiment qu'au contraire, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très sérieux qui se joue là et que du coup, il faut quand même prendre un petit peu au sérieux. Alors, l'homme et les technosciences, le défi, je trouve que c'était une bonne manière, en fait, de rentrer au cœur de ce débat, l'intitulé de ces conférences et de ce débat. Alors, avec l'altérité à l'épreuve des technosciences, je voudrais juste m'arrêter un tout petit moment sur l'appellation en fait, technosciences. Je crois qu'elle est en elle-même intéressante puisqu'elle nous amène à cette convergence nouvelle entre les techniques et les sciences. Et pour le coup, elle nous oblige à ne pas isoler tel progrès en médecine ou tel progrès en informatique ou tel progrès dans les sciences cognitives, mais à nous interroger vraiment transversalement sur la manière dont chacun de ces progrès va façonner nos vies. Et aucune technologie, on en prend conscience, n'est éthiquement neutre. Et vraiment, en regardant ce documentaire, je me suis dit qu'il fallait quand même que les philosophes, il y avait une urgence du côté des philosophes, mais pas simplement des philosophes, parce qu'on voit bien que j'ai été absolument convaincue par ce que disait Damasio sur, au fond, il y a une bataille d'imaginaire qui se joue là. Je pense que d'ailleurs, les romanciers, dans cette résistance, finalement, à cette culture transhumaniste qui se diffuse
petit à petit, ont un rôle essentiel à jouer, mais je crois aussi très important que les philosophes renouvellent un petit peu leur réflexion sur la technique. Et que la thèse classique, finalement, selon laquelle les techniques en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais que seul l'usage que l'on en ferait ou que l'on pourrait en faire serait bon ou mauvais, cette thèse-là, aujourd'hui, elle paraît insuffisante. Car on le voit bien, on le constate bien, les technosciences ne sont plus aujourd'hui de simples outils ou de simples instruments. Elles deviennent des sortes de prothèses, des extensions de nous-mêmes, dont on ne peut pas se passer. Donc petit à petit, il y a une espèce d'addiction, de dépendance qui s'installe. Au sens où on parle par exemple du web comme d'un milieu de vie, non plus d'un outil, d'un instrument, mais un milieu de vie, une dimension digitale de la vie. Donc les technosciences font partie de nos vies quotidiennes et elles modifient notre rapport au monde, nos relations aux autres. Et elles sont porteuses d'intentions parfois qui s'ignorent, mais qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faudrait pas ignorer et qui méritent d'être élucidées, discutées, parce qu'elles ont un impact anthropologique. Alors comment les technosciences modifient ce rapport à l'altérité ? Je dirais que le mur d'enceinte humaniste qui fortifiait l'identité humaine est en train de se lézarder. En tout cas, il est considérablement fragilisé. Il était déjà fragilisé, je le dirais, par le fait de l'extension de l'humain à l'animalité, à tout le vivant, puis progressivement maintenant jusqu'aux machines. Donc les brèches, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et elles sont d'ordre multiple. Je dirais qu'elles sont même nées quasiment au moment même où le mur humaniste était en train de s'élaborer, de se construire, de se bâtir. Pour ce qui est de la brèche introduite par les technosciences, il me semble qu'elle consiste pour l'essentiel à déplacer les limites entre l'humain et la machine, entre le vivant et l'artificiel, entre le déficient et l'augmenté. Et la question essentielle, me semble-t-il, est bien de savoir si ce plus que nous permettent les technosciences, cette réalité augmentée, on parle de réalité augmentée, d'homme augmenté, donc est-ce que ce plus que nous permettent les technosciences, est-ce que ça va nous conduire à un mieux en termes d'humanisation ? Et ceci, au-delà même, je dirais, des lignes classiques, des lignes de démarcation classiques de ce qui faisait l'humanisme. Car je crois que même si les transhumanistes, les post-humanistes ont tendance à vouloir se définir contre, si vous voulez, un humanisme un peu classique, c'est une image souvent extrêmement simpliste, pour le coup, et réductrice de ce qu'est l'humanisme. Comme si l'humain, justement, était replié dans une forteresse où surtout rien ne doit bouger. Il doit se replier sur une identité contre ce qui ne serait pas humain. D'une certaine manière, l'humain n'est humain que lorsqu'il excède son humanité et qu'il s'ouvre à l'altérité. Et l'humain s'étiole chaque fois qu'il se replie sur lui-même, comme sur une ligne qui formerait une boucle. Donc il gagne à s'ouvrir à l'altérité. Et l'humaniste est naïf, ou serait naïf, s'il penserait sauver son mur et tenir sa position alors qu'il est vraiment débordé de toutes parts, débordé par des scissions internes et débordé par des expansions extérieures. Les technosciences accentuent le trouble des frontières de l'humain. En ouvrant, alors bien sûr, même si c'est des branches un petit peu extrêmes, mais en ouvrant, notamment avec le transhumanisme, un désir, en manifestant en tout cas un désir de surmonter les limites de la condition humaine. Alors, vous me direz, ce ne sera pas la première fois que l'on cherche à en finir avec l'humanisme et qu'on nous, par des slogans un peu apocalyptiques, on nous promet la disparition de l'humain. Pourtant, je dirais que l'humain se présente d'emblée, dès le début de l'humanisme. L'humain se présente comme indéfinissable, et s'est présenté comme indéfinissable, et a tout à gagner à rester indéfinissable. C'est-à-dire comme un concept vraiment impossible à définir, aux limites de ce que nous pouvons connaître et reconnaître. Un des traits remarquables de l'humain
et d'être précisément pluriel, indéfinissable. Et là, je me référerai, j'ai bien aimé la référence à la Boétie, il faut se référer finalement au vieux texte pour nous affronter, nous confronter au futur, au texte de la Boétie. Mais sur la servitude volontaire, c'est vrai c'est aujourd'hui, il est très précieux de relire ce texte de la Boétie. Mais je vous invite également à relire le traité de Jean-Pic de la Mirandole, fondateur finalement de l'humanisme, de la dignité humaine. En 1557, Pic de la Mirandole, dans son essai donc, de la dignité humaine, s'inspire, lui, d'une grande diversité de traditions religieuses, de sagesse, pour tenter de définir l'homme et pour dire finalement que l'homme est indéfinissable. Pour dire que l'homme est, selon lui, un véritable caméléon, dont la nature indéterminée le voue à une forme de plasticité. Le terme de plasticité est utilisé, on est au XVIe siècle, et c'est très intéressant quand on connaît la fortune que va avoir ce mot dans les neurosciences et aujourd'hui la philosophie qui se réempare de ce terme, de ce concept même de plasticité pour définir l'humain. C'est ce que disait déjà Pic de la Mirandole. Mais disait-il, au fond, cette plasticité voue l'humain à une métamorphose, à une création de soi permanente. C'est là la liberté, l'extraordinaire liberté de l'homme. Mais, disait-il, cette plasticité, elle représente certes un espace de liberté et de création de soi, mais aussi des risques de défiguration. Et il nous alertait déjà sur ces risques de défiguration, c'est-à-dire de ces risques de perte de tout visage humain. La plasticité, précisément, ne signifie pas une malléabilité à l'infini de l'humain, comme si tout était possible avec l'homme. Et il nous invitait déjà, finalement, en nous disant que l'humanisme, parce que l'humanisme est toujours sous tension, n'a de sens qu'à être sous tension. Et il nous invitait déjà, il signalait déjà deux postures qui pouvaient être appauvrissantes. D'une certaine manière, la position de repli, un peu rigide, identitaire, refusant toute métamorphose, toute possibilité de créativité. Et d'autre part, l'autre posture inquiétante et appauvrissante pour l'humain qui serait une forme d'extension inconsidérée des qualités de l'humain. Et je crois que c'est un enseignement très précieux aujourd'hui. Parce que de plus en plus, effectivement, nous nous accoutumons à vivre dans un monde de plus en plus robotisé et peuplé d'androïdes. Donc les machines interfèrent constamment dans notre rapport au monde et dans notre rapport aux autres. Nous interagissons même avec ces machines. Et là, ça va bien sûr de l'ordinateur, de notre téléphone portable, du GPS, de cette voix qui nous... de la voix du GPS qui nous guide, jusqu'aux robots finalement, ces drones qui seront de futurs combattants, et ces robots aussi dont on peut imaginer dans un futur qu'on nous promet assez proche, qui seront chargés, qui seront des compagnons de jeu pour nos enfants, dont on chargera, qui veilleront finalement sur les personnes dépendantes, dont on n'aura peut-être plus le temps de s'occuper. Voilà. Et donc ce rapport-là, je dirais, cette robotique, ce monde qui est en train de se robotiser, à la fois nous interroge et sur le statut, si vous voulez, sur ce nouveau statut finalement de l'humain, confronté en permanence et amené à se redéfinir par rapport aux machines. Et là, je vous signale notamment un article qui vient de paraître dans la revue Études du mois de novembre de Serge Tisseron sur les robots et les humains. Qui craindre, les robots ou les humains, qui craindre. Alors avec une approche, Serge Tisseron a une approche psychanalytique que je trouve très intéressante, parce qu'il nous montre bien que petit à petit, nous voyons bien que nous sommes en train de nouer avec les machines des rapports qui sont de l'ordre de la dépendance, mais aussi de l'attachement, de l'empathie. Et il interroge ces liens-là. C'est-à-dire que ces machines, ces robots,
peuvent jouer, il fait une distinction, il y a d'une part, il joue le rôle un petit peu d'objet transitionnel, dans la mesure où ils sont là, mais pour représenter en fait une médiation dans notre relation avec les humains, mais aussi ils deviennent des fétiches, et des fétiches qui tendent à pallier finalement les déficiences ou les manques des relations humaines. Et là, je pense qu'il est, pour le coup, urgent, si vous voulez, de nous interroger sur l'utilisation de ces robots, et notamment de ces robots de compagnie. On a bien vu la place qu'ils prenaient dans le film encore là, de Philippe Borel, qui se révèle finalement assez problématique, dans la mesure où non seulement il y a une espèce de confusion qui est entretenue entre les qualités de l'humain, et puis un espèce de transfert entre les qualités de l'humain et de la machine, mais aussi, on voit bien que ça augmente les possibilités de contrôle, les possibilités de surveillance, de manipulation, d'emprise. Donc du coup, je crois qu'il est effectivement urgent que nous réfléchissions aux robots que nous souhaitons, et d'adapter leur fabrication à une demande sociale qui devra être guidée par des préoccupations, par plusieurs préoccupations, notamment favoriser l'humanisation, et puis peut-être aussi viser l'égalité, un peu plus d'égalité dans la société. Alors, comme on l'a vu toujours dans ce film, c'est que le courant de pensée post-humaniste franchit par rapport à la robotique, franchit un seuil supplémentaire, en prônant non plus, si vous voulez, la machine suppléant finalement suppléant des déficiences ou des manques humains et pouvant servir de support finalement à l'émancipation, à la libération de l'homme. Mais on voit bien que là, il prône vraiment une augmentation des aptitudes humaines. Voire cette fabrication d'un homme nouveau qu'on appelle le cyborg. Le cyborg, donc mi-homme, mi-machine, une espèce d'être hybride qui serait débarrassé des limites de la condition humaine. Alors l'humanisme, encore une fois l'humanisme bien compris, c'est toujours défini, a toujours été d'une certaine manière à l'épreuve de l'altérité. Mais il cherchait à concilier à la fois liberté et finitude. Création de soi, métamorphose de soi et acceptation de ses limites. Là, on voit bien qu'un pas est franchi. Ce qui jusque-là était la marque de la finitude de l'homme, de l'imprévisible, lié à la contingence de notre condition, est désormais considéré comme une anomalie, voire comme un échec absolument insupportable. Et la question qu'il faut se poser, c'est bien celle-ci. Est-ce que l'homme augmenté, cet homme augmenté, est-ce qu'il représente finalement ce point culminant de libération, d'émancipation de l'homme, de la nature, et de ce qui le rive encore à la condition animale, ou bien est-ce qu'il trahit cette espèce de complexe de l'homme par rapport à la machine qui serait, elle, protégée de la déchéance du vivant, de l'usure, voire même des excès, de la sensibilité, de la vulnérabilité. Et le cyborg, moi, me fait penser à une sorte de, je dirais, de minotaure postmoderne. Je dis de minotaure postmoderne parce que c'est une sorte de monstre, mais qui représente non plus la part animale, mais la part mécanique de l'humain, l'homme-robot. Après l'homme-taureau, on a l'homme-robot. C'est-à-dire tout ce qui rappelle l'animalité de l'humain semble de plus en plus insupportable, voire même, on l'a vu à travers le discours de certains transhumanistes, dégradant, sale. Ce qui m'a frappé dans le discours de l'un d'entre eux, c'était il parlait du corps comme un sac de viande. Et ça, c'est vraiment c'est frappant. Je me rappelle que Jean-Claude Guilbeault, il y a déjà quelques années, nous avait alerté sur ce mépris du corps chez les transhumanistes. Et il appelait ça la pudibonderie. Et je crois qu'il avait raison, si vous voulez, de pointer ça. On voit bien que tout ce qui nous rive à la condition animale, dans notre condition, enfin, je dirais dans ce qui est la reproduction, mais aussi le vieillissement et la mort, tout cela apparaît comme étant insupportable, dégradant, sale.
Et c'est là, si vous voulez, que c'est ça en fait qu'il nous faut vraiment pointer, sur lequel il nous faut insister, parce que, bon, je n'ai pas un goût particulier, si vous voulez, mais pour la saleté, mais ce vœu hygiéniste et perfectionniste, moi, m'inquiète. Hein. Et effectivement, est-ce que c'est bien le monde dans lequel nous voulons vivre ? Il y a des choses qui sont sales, je dirais, dans la vie, mais qui sont belles et bonnes. Je dirais que là, il faudrait que je vous donne des exemples. Je sais que je n'ai pas trop le temps. Malheureusement. Voilà, enfin, ce que nous cite, c'est un numéro de Philosophie Magazine là-dessus, sur le monde que nous prépare la Silicon Valley, et on trouve ce genre de discours. Les ordinateurs feront l'amour bien mieux que nous, bien plus proprement que nous. Donc effectivement, je dirais l'amour bien fait est sale. Hein. L'amour bien fait est sale. Un accouchement, parce qu'on rêve aussi de nous faire qu'il n'y ait plus d'accouchement, ça serait mieux avec un utérus artificiel, parce que ça serait moins sale. Un accouchement, effectivement, c'est sale. Hein, ça peut être sale. Mais je dirais, voilà. Donc il y a quelque chose dans ce vœu, si vous voulez, hygiéniste et perfectionniste, voilà, qui doit vraiment nous alerter. Autre dernier point, puis après je cède tout de suite la parole. Ce que je trouve aussi intéressant, je prendrai un exemple pour pas être uniquement dans le discours, mais par exemple notre ambivalence finalement par rapport à ces corps qui seront technologiquement modifiés. Il me semble qu'il y a une figure qui est très intéressante, qui est celle d'Oscar Pistorius. D'abord, il a un nom incroyable, il a un nom presque de tragédie grecque, hein, cet homme-là. Et c'est vrai que ce sprinter, vous savez, aux jambes artificielles, finalement, sa participation aux Jeux Olympiques avait posé problème. Et je trouvais que l'argumentation, finalement, était très intéressante. Pourquoi ? Parce que la prothèse ne renvoyait pas à un manque, mais elle était considérée comme un avantage. Hein, et un avantage, si vous voulez, qui posait problème. Je trouve que c'est un retournement. Vous voyez, c'est un retournement qui est intéressant parce que justement, ce qui était considéré comme un moins, hein, devient justement un plus. Hein, et c'est là qu'on voit que la technologie, elle n'est plus là pour suppléer des aptitudes humaines, mais elle suggère de nouvelles aptitudes possibles, de nouvelles formes pour l'humain qui sont perçues ou qu'on nous présente comme des adjonctions qui sont souhaitables. En bref, comme une seconde nature, hein, celle de l'homme augmenté. Merci Nathalie. On reviendra de toute façon avec les questions sur d'autres aspects, le cas échéant. Frédéric Rognon. Merci tout d'abord aux organisateurs pour votre invitation. Aborder le défi posé par les technosciences, ou par ce que j'appellerais la science à la remorque de la technique, par le prisme de l'altérité, comme nous l'avons choisi pour cette table ronde, aborder ainsi le défi posé par les technosciences se révèle prometteur, à condition de considérer l'altérité dans sa double dimension verticale et horizontale, l'altérité divine et l'altérité humaine. L'altérité, considérons-la comme ce qui nous arrache à l'aliénation. Or, le risque que nous font courir les technosciences, c'est précisément l'aliénation. Cela peut paraître paradoxal, étant donné que ces deux concepts, altérité et aliénation, renvoient à l'autre, à ce qui est différent de nous, mais c'est bien là l'enjeu des technosciences, soit l'aliénation qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être pleinement humains, soit l'altérité, une altérité qui nous permet de vivre notre vocation humaine. Je vais tenter d'expliquer cela en quelques minutes. Le propre des technosciences, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nathalie à ce sujet, c'est leur ambivalence. Non pas leur neutralité. Et je m'inscris moi aussi en faux contre le poncif selon lequel c'est l'homme qui choisit, avec sa conscience éthique, d'utiliser les technosciences dans un sens positif ou négatif.
Non, si les technosciences sont ambivalentes, cela signifie qu'elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Elles produisent simultanément et nécessairement des effets positifs pour le bien-être de l'homme et des effets destructeurs pour son malheur. Et l'on ne peut absolument pas se dégager des derniers pour ne bénéficier que des premiers. Prenons quelques exemples. Contrairement à ce que l'on a longtemps soutenu, y compris et surtout dans les discours les plus officiels, les passerelles sont aisées entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et l'on ne doit pas s'étonner si un pays auquel on aurait livré des centrales nucléaires parvient quelques années plus tard à mettre au point une bombe atomique. De même, le nucléaire civil, qui permet de produire de l'électricité, bien fait pour l'homme, produit aussi des déchets radioactifs pour des milliers d'années dont on ne sait que faire. Ambivalence de la technoscience nucléaire. Second exemple qui va nous faire toucher du doigt une ambivalence qui confine à l'absurde, et je serais intéressé d'avoir le regard de Marie-Jo sur ce deuxième exemple. Les progrès dans le domaine médical sont faramineux, on le sait, et personne ne contesterait le bénéfice que nous en retirons pour mieux vivre et pour vivre plus longtemps. Mais pour greffer des organes, il faut que ceux-ci soient sains, frais, et qu'ils aient appartenu à des personnes relativement jeunes, ou en tout cas en bonne santé. Donc la meilleure solution est qu'ils soient prélevés sur des accidentés de la route. Ainsi, pour progresser dans le mieux-être médical, il faudrait davantage d'accidents de la circulation. Ambivalence de la technoscience médicale. Troisième exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes aujourd'hui en mesure de nous informer et de communiquer comme jamais dans l'histoire, en termes de volume de données, les big data, de distance, de rapidité, de performance technique. Mais qu'en est-il de la qualité du message transmis ? Là encore, il est faux de dire que cette qualité dépend de la conscience éthique de l'utilisateur. On constate en effet que plus la quantité et la vitesse de l'information augmentent, plus sa qualité se détériore. À cela s'ajoutent les nouvelles addictions afférentes au déferlement des images sur les écrans et à l'entrée dans un monde virtuel. Ambivalence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et le symbole de cette régression, je dirais parallèle et consubstantiel au progrès, est le phénomène du selfie. Le selfie, ce symbole de la régression, parce qu'en flattant la tendance humaine à se regarder soi-même, à se mettre en scène, les technosciences exaltent ce que saint Augustin déjà, et à sa suite Luther, appelait homo curvatus in se, l'homme courbé sur lui-même. Cet exemple nous ramène directement à la tension entre aliénation et altérité. Si les nouvelles technologies recourbent l'homme sur lui-même, elles l'aliènent. Et la manifestation de cette aliénation, c'est l'auto-idolâtrie. En s'adorant lui-même, en démultipliant sa propre puissance, l'homme ne s'appartient plus, il devient dévot d'une image fantasmée, fantasmagorique de lui-même. Seule l'altérité peut le libérer d'une telle aliénation s'il redécouvre la dimension de transcendance, mais non pas d'auto-transcendance, et le sens du prochain, mais du prochain non médiatisé par une batterie d'écran. Je me propose donc d'examiner les ressorts de l'aliénation et des nouvelles servitudes dont les technosciences sont porteuses, et ensuite les vecteurs d'une redécouverte de l'altérité, non pas contre, mais à travers les technosciences. L'aliénation tient à la sacralisation de la technique. La sacralisation de la technique qui masque en réalité l'auto-idolâtrie de l'homme. Comme le disait Jacques Ellul, qui prêchait dans le désert, déjà dans les années 40, ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais c'est le sacré transféré à la technique. Qu'est-ce que ce sacré technicien ? Entendons-nous bien, personne ne se prosterne devant son ordinateur. Le mot sacré est de la même famille que consacré, sacrifié et sacrilège.
Sacraliser la technique, cela signifie tout simplement lui consacrer sa vie, son temps, son argent, lui sacrifier tout ce qui n'est pas technique, nos relations, notre famille, notre créativité, notre santé physique et mentale, notre vie spirituelle, et enfin considérer comme sacrilège, et donc intolérable, tout ce qui entrave l'accès à l'efficacité promise. Il suffit de constater combien, en 1 ou 2 décennies, notre vie s'est progressivement pliée aux exigences des nouvelles technologies. Cela n'a pu se faire que par le biais d'une forme d'idolâtrie, un aveuglement qui exalte les bienfaits des technosciences et qui en refoule tous les maux, c'est-à-dire qui en refoule le prix à payer. Une négation, par conséquent, de l'ambivalence de la technoscience. Or, il est probable que cette sacralisation, je n'ai pas le temps de le montrer, mais peut-être dans le débat tout à l'heure, il est probable que cette sacralisation de la technique est ce qui nous permet de survivre psychiquement dans une société de plus en plus technicisée, c'est-à-dire déshumanisée. Je prendrai un exemple. J'étais récemment en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est une puissance émergente qui est même technologiquement bien en avance par rapport à nous, qui est notre avenir en quelque sorte de quelques années. Et j'ai discuté avec des jeunes étudiants, 20, 22 ans, et je leur ai parlé de la technologie et j'ai ensuite posé la même question à mes étudiants à Strasbourg pour voir la différence de discours. Je leur ai demandé, est-ce que vous pourriez, pendant 24 heures, vous passer de votre smartphone ? Ils m'ont regardé avec des yeux ronds, ils m'ont dit, mais comment cela ? Nous dormons avec, nous le mettons sous l'oreiller. Le matin, en nous réveillant, la première chose que nous faisons, c'est d'utiliser notre smartphone pour communiquer avec nos copains. Nous n'irions pas aux toilettes sans notre smartphone. Et la dernière chose que nous faisons en nous couchant, avant de nous coucher, c'est d'utiliser notre smartphone. Nous en avons besoin 24 heures sur 24. Et si nous sommes angoissés, nous le caressons et nous retrouvons le calme. J'ai posé la même question à mes étudiants à Strasbourg. Ils n'en sont pas encore là, mais leurs petits frères et petites sœurs en sont là, c'est-à-dire que dans 5 ou 6 ans, je pense que les étudiants en seront là. Pourquoi je prends ces exemples ? Pour illustrer la sacralisation de la technique. En effet, que faisons-nous, que faisions-nous, que faisaient nos aïeux juste avant de se coucher ? Leur prière. Que faisons-nous, que faisaient-ils juste au moment de se lever ? Leur prière. Et que faisaient-ils lorsqu'ils étaient angoissés ? Eh bien, ils caressaient leur chapelet. Est-ce que le smartphone n'est pas devenu le substitut de la spiritualité dans la tradition chrétienne ? Le temps que nous consacrons aux technosciences est un bon critère pour mesurer notre degré d'aliénation. Si j'utilise mon ordinateur 7 heures par jour pour mon travail, je peux peut-être considérer qu'il reste à mon service et que j'en demeure le maître. Mais si une fois rentré chez moi, je me remets sur mon ordinateur pour mes loisirs, et cela jusqu'à 3 heures du matin, sacrifiant ainsi ma vie de famille, mes relations, ma santé et toute autre considération non technique, il est probable que ce n'est plus l'ordinateur qui est à mon service, mais l'inverse. Je donne évidemment ces mesures de temps, 7 heures, comme exemple, et non pas comme norme, à chacun d'évaluer le seuil qui indique sa propre aliénation. Sur un plan plus global, la dissolution de l'altérité dans les technosciences se manifeste à travers 2 lois, la loi de Gabor et la loi de L'Effet-Larsen. La loi de Gabor, tout d'abord, du nom du physicien hongrois Denis Gabor, s'énonce ainsi : tout ce qu'il est techniquement possible de faire sera nécessairement réalisé. C'est donc le fantasme prométhéen qui s'exprime ainsi, récusant toute altérité divine, prenons la place de Dieu, et révélant derrière un discours de liberté et de puissance la funeste fatalité du progrès technique, c'est-à-dire finalement l'absence de liberté. L'effet Larsen, du nom du physicien danois Søren Larsen, peut être traduit en ces termes : les problèmes posés par la technique seront résolus à leur tour par des solutions elles-mêmes techniques qui, à leur tour, elles-mêmes poseront de nouveaux problèmes, et ainsi de suite.
L'exemple typique est celui des déchets nucléaires déjà évoqués, qui, transférés à nos descendants, rendent leur monde bien plus dangereux et plus contraignant que celui dont nous avions rêvé en imaginant l'énergie nucléaire à notre service. L'altérité humaine s'en trouve bafouée, y compris lorsqu'il s'agit de celle de nos propres enfants et petits-enfants. Je ne traiterai même pas ici, comme l'a fait Nathalie à l'instant, faute de temps, la thématique de l'homme augmenté, dont le projet est précisément idolâtrique, puisqu'il vise à être comme des dieux, selon la parole du serpent de la Genèse, en abolissant la condition mortelle de l'homme. La foi chrétienne est évidemment interpellée par un tel projet, puisque la foi chrétienne s'articule à l'espérance en la résurrection, ce qui, loin de nier la mort ou d'essayer de la transcender, au contraire la requiert. Comment donc restaurer cette altérité dans les technosciences, à travers les technosciences, cette altérité tant divine que humaine? Notre vocation chrétienne, et même, je dirais tout bonnement, notre dignité humaine, nous invite à entrer dans une autre voie que la sacralisation de la technique. Il ne s'agit pas de se passer de la technique, chose impossible et certainement pas souhaitable, sauf bien entendu un certain nombre de gadgets à la mode et autres futilités techniques qui ne présentent aucune utilité, mais il s'agit de cesser de sacraliser la technique, c'est-à-dire, et je reprends l'expression de Jacques Ellul, de la profaner la technique. Profaner la technique, ça signifie lui retirer toute aura de sacralité, tout investissement messianique, d'en discerner l'ambivalence fondamentale et ainsi de la ramener au simple statut d'outil utile, mais qui ne mérite aucun sacrifice sur aucun autel et surtout pas le sacrifice de ce qui fait le sens de notre vie. Profaner la technique, cela signifie la remettre à notre service en cessant de l'asservir et donc d'être asservi par elle. Il s'agit de subvertir les discours de la propagande technolâtre, en particulier le monothéisme de la croissance économique exponentielle boostée par les technosciences qui serait la seule source du salut et du bonheur pour l'humanité. L'éthique de la transgression et de la profanation consistera, par exemple, à limiter l'usage d'un ordinateur et d'une voiture à leur strict intérêt professionnel et à s'en passer pour les loisirs et la vie domestique. L'altérité divine et l'altérité du prochain retrouveront ainsi un espace parmi et avec les technosciences. Ces orientations peuvent être synthétisées dans ce que Jacques Ellul appelait l'éthique de la non-puissance. Il ne s'agit pas de l'impuissance. Jacques Ellul distinguait trois concepts, la puissance, l'impuissance et la non-puissance. La puissance, c'est la capacité de faire, l'impuissance, c'est l'impossibilité ou l'incapacité à faire, la non-puissance, c'est le pouvoir de faire et le choix de ne pas faire. La non-puissance oppose le vouloir au pouvoir et la volonté de non-puissance à la volonté de puissance. Cette éthique prend le contre-pied de toute forme de concurrence ou de rivalité dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans les institutions, dans le monde économique et dans le champ de la recherche scientifique. La non-puissance implique la définition de limites, de seuils à ne pas franchir. On ne peut concevoir un développement infini dans un monde fini, avait dit Jacques Ellul dès les années 50, encore une fois en prêchant dans le désert. La fixation de limites est sans doute l'acte humain par excellence, celui où s'exprime la liberté de l'homme. C'est donc par la non-puissance qu'au cœur même de la société technicienne et du système technicien, l'altérité peut être réhabilitée et que l'homme peut recouvrer et assumer sa vocation proprement humaine. Merci Frédéric Grognon. Je donne la parole à Marie Jotil. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de parler dans ces semaines sociales sur un thème dont je pense qu'il est absolument décisif dans le contexte actuel. Dans le monde sécularisé, mais non sans nouvelle forme de religieux des technosciences, une voix résonne sur tous les tons. Croyez et vous serez sauvés. Croyez en la puissance des technologies convergentes, les NBIC,
et vous deviendrez un individu autre, d'une altérité d'augmentation par la surmultiplication de vos capacités, jusqu'à ne plus être reconnaissable, puissant jusqu'à devenir immortel, mixte de biologie et de technologie, nous l'avons vu dans le film, ne connaissant plus ni vulnérabilité ni mort. L'homme nouveau, pris dans l'immédiateté du réseau numérique et de tous les lieux et d'aucun lieu. Singularité numérique, comme nouvelle définition de l'être humain, non charnel, moi quantifié, doté du pouvoir de démultiplication de tous ces mêmes, transparents et interchangeables, inscrits dans un réseau qui ne commence ni ne se termine, mais englobe tout dans son maillage. L'humain augmenté, avec sa santé augmentée, fait d'abord rêver. Pourquoi devrait-on renoncer à être beau, grand, puissant, fort, quand tout cela est à portée de clics ou d'applications à télécharger ou de chaussures intelligentes à porter? Le package est désirable et la persuasive technologie est là pour en convaincre. Avec le post-humain, la transformation prédite sera complète et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, note l'Apocalypse. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est né, Paul aux Corinthiens. Rupture technologique, mais aussi anthropologique, cognitive, sociopolitique. L'usage du numérique transforme toute approche du réel et des réalités et réactualise les mythes anciens appuyant nos fantasmes, le paradis des origines, Babel, etc. La promesse de salut des technosciences peut interpeller le salut chrétien et réciproquement, mais les deux ne sont pas du même ordre. Le corps est néanmoins à chaque fois la cible première, corps propre des individus autant que corps sociétal, car ce corps est vulnérable et fragile, contingent et mortel. Il faudrait donc, et c'est là que le bât blesse, s'en émanciper pour vivre pleinement. Mais est-ce réaliste? Est-ce souhaitable? Je voudrais répondre sur le plan éthique en 3 points. D'abord, l'embûche de ce corps, l'invitation au réel et l'accueil de la grâce. Jusqu'à un certain degré, les technosciences sont éminemment précieuses. Ce sont des outils puissants et efficaces pour lutter contre les excès de fragilité ou accroître des capacités diminuées. Et à ce titre, elles sont fort utiles. Mais peu à peu, elles tendent à prendre toute la place jusqu'à pénétrer le corps et l'esprit, violer l'intimité, jusqu'à devenir le nouveau normatif intériorisé dont on ne se rend plus compte. Elle cible le corps pour mieux le découper et le dépasser dans le virtuel, car ce corps, dans son épaisseur, c'est cela, cette altérité qu'il faut dépasser. Dans ce corps, dans sa résistance au virtuel, dans sa porosité existentielle, en forme de vulnérabilité, voilà qui dérange. Pourtant, que s'annonce une pathologie grave ou la mort prochaine, et cet imaginaire séduisant et prometteur se dérobe. Les paroles qui se sont tues au profit des mots tapés sur les écrans font défaut, car être connecté n'est pas encore être en relation. Être informé n'est pas être formé à donner forme à son humanité. Comme je l'ai noté dans la santé augmentée, les technosciences peuvent longtemps semer l'illusion d'avoir une réponse à tout en suscitant elles-mêmes
les besoins et les désirs. Elles jouent, je dirais, un jeu de poker menteur. Elles s'appuient sur la puissance de leur capacité à faire et contribuent à un sentiment d'invulnérabilité, à défaut de pouvoir procurer ces ressources symboliques de sens si utiles quand l'existence est éprouvée, et elle l'est toujours. Ne le pouvant pas, elles occultent ce tendon d'Achille et se cachent derrière cette injonction radicale. Si tu ne crois pas, tu mourras. Alors, quand jaillit la mort mortifiante avant la mort mortifère, quand le corps lâche et s'épuise, c'est l'impression d'avoir été trompé ou maudit. Pourtant, il ne suffit pas de prendre conscience seulement de ce poker mortifère pour y remédier. Reconnaître que la vulnérabilité du corps humain n'est pas forcément un ennemi et que les technosciences ne sont pas forcément toutes puissantes, voilà un enjeu éthique essentiel. Mais cela passe par une invitation à l'attention et à l'accueil de la grâce de l'interrelation dans l'altérité qu'elle met en œuvre. La plupart des TIC fonctionnent en déversant sur l'individu des tonnes de données et en le sollicitant en permanence, des mails, des SMS, des Twitter, des alertes, etc., donnant l'illusion non seulement d'être connecté en permanence, avec une impression de maîtrise de toute information et donc de sa propre vie, mais de devoir l'être, sous peine de n'être pas à la hauteur de l'exigence numérique et de son être au monde, la connexion étant plus décisive que l'attention. J'écrème les signifiants sur l'écran, mais je ne regarde plus. Et je ne vois plus, même mes plus proches. À table, dans le tram, je tapote, mais mes yeux sont accaparés par le mouvement des données qui défilent. Ma liberté s'y épuise, comme une vague sur des milliards de grains de sable, comme autant de données numériques. Ma liberté n'est plus celle qui fait attention pour choisir de façon responsable mon devenir humain jusque dans mon corps. Elle est une liberté désincarnée, définie comme possibilité de choix multiples, eux-mêmes tributaires d'un bombardement d'informations dont l'objectif non dit est de capter mes désirs et donc le consentement et donc des gains en argent, en prestige, etc. Illusion de liberté mettant au rencard l'attention à autrui et au réel dans son altérité. Le choix se fait non plus par le dialogue comme forme d'attente, d'attention et de tension de l'esprit, mais par le fait de cliquer sur une image, sur un mot, dans la multitude d'informations déversées. En cela, les technosciences peuvent s'avérer totalitaires si l'on suit la définition d'Hannah Arendt lorsqu'elle écrit « Le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune. Saturation de l'attention et effacement de la distance critique renforcent encore un peu plus les ruptures anthropologiques, cognitives et sociopolitiques, car le corps propre qui disparaît est toujours dans une certaine continuité avec le corps social, institutionnel. Or, être attentif à ce corps non seulement ouvre à la relation, à la communication d'expériences, mais également à la grâce, comme ce qui permet d'assumer la porosité existentielle de la vulnérabilité. Je définis en effet la vulnérabilité d'abord comme une porosité existentielle
différente de la fragilité qui pour moi est un autre concept mais complémentaire. Les technosciences augmentent les capacités corporelles et humaines grâce à des dispositifs intérieurs, extérieurs ou mixtes. Ainsi, certaines prothèses, on l'a vu dans le film, ne remplacent plus simplement un membre absent, mais interfèrent avec le système nerveux du sujet pour assurer un fonctionnement optimal. L'on pourrait ainsi barder le corps de toutes sortes de matériel et même technologiser une part de son substrat biologique. Mais sera-t-il pour autant plus facile à vivre ? La vie aurait-elle plus de sens ? Les technosciences sont efficaces et puissantes en épousant les besoins réels ou suscités par le désir que l'on suscite. Mais en soi, elles n'humanisent pas. Elles peuvent cacher les béances de l'être avec des comprimés et des avatars, mais non répondre à la blessure existentielle qui fait souffrir, mais aussi aimer. Les technosciences ne font que développer, rajouter, augmenter. Développer, c'est-à-dire étymologiquement, non pas ajouter, augmenter, mais enlever les voiles. Phallopère, c'est les voiles. Les voiles d'extériorité pour aller jusqu'au cœur, épouser les reliefs intérieurs. Elles traitent la vulnérabilité comme ce qui les oblige à faire, mais ainsi poussent à l'enfermement sur soi, à l'intolérance au manque. Or, ce n'est pas un dû ni un fait qui fonde le sujet parlant, mais un don gracieux, gratuit. Je ne suis pas à l'origine de ma vie et je n'ai pas à la fabriquer. Je me reçois d'un autre dans l'interrelation qui sait reconnaître, regarder, nommer, aimer pour de vrai. La grâce, c'est ce qui, de l'autre, passe en moi et réciproquement, en s'insinuant justement dans les failles de la vulnérabilité. La grâce est cette légèreté interrelationnelle gracieuse qui ne cache pas, mais accueille la vulnérabilité et la consistance charnelle comme ce qui rend possible la relation, l'alliance, le dialogue. Elle n'écarte pas pour autant l'efficience technique, mais l'accueille dans sa juste dimension, c'est-à-dire celle qui consent à lutter contre tous les excès de la fragilité, mais sans occulter la vulnérabilité à travers laquelle peuvent se nouer des relations humanisantes, d'hospitalité et de compassion réciproque. Et l'être humain reçoit ici l'exemple de son Dieu, faisant grâce de sa vulnérabilité en son Fils pour que tous soient sauvés, non pas de leur vulnérabilité, comme semblent nous le dire les technosciences, mais en elle, à l'instar du ressuscité qui apparaît avec les marques de sa crucifixion. La vraie question que nous pose finalement l'éthique est celle de savoir quels humains et quelle humanité nous voulons être dans ce conflit des imaginaires. Et cela nous engage à des relations où le virtuel mobilise d'abord la vertu, de courage, de prudence, de patience, comme disposition de juste audace, de juste milieu, afin de ne pas nous laisser déposséder de nous-mêmes, de ne pas sacrifier l'humain auquel nous tenons au profit d'un hypothétique pantin technologique à sacraliser. Les balbutiements,
comme les failles en nos vies, ne doivent pas nous faire peur. Chrétiens, nous savons que c'est par la blessure du côté du Christ que jaillissent les sources vives d'éternité. C'est par notre nature blessable que nous sommes non pas des robots, mais des humains qui s'entraident et ainsi deviennent toujours plus des vivants. Merci.